Bon après-midi à tous. Voilà, avec Nicolas, on va vous lire quelques extraits qui s'inscrivent donc dans la thématique trimestrielle du Point Culture et du Festival Contrebande, c'est-à-dire les stéréotypes de genre. Et c'est vrai que quand on se penche un petit peu dans la littérature, on se rend compte qu'évidemment, les hommes, les femmes, c'est un sujet inépuisable. Alors on vous a sélectionné quelques petits textes. Vous allez voir, qui questionnent en tout cas, qui interpellent. Enfin, j'espère en tout cas qu'ils vous donneront un petit peu matière à réflexion. Et donc moi, vous permettrez, mais en tant que bonne femme, je me remaquille avant de vous lire un texte. Hein. Nicolas, ça t'intéresse pas du tout ce que je suis en train de dire. Là, hein, je vois que... Bon, voilà, pas grave. Les hommes, les femmes, on a beaucoup de mal à se comprendre. Toujours. Dis arrête, t'as vu ton genre? Franchement, tu crois que ton rouge à lèvres, ça va t'amener un peu de beauté? Oui. Mon genre, qu'est-ce qu'il a, mon genre? Et mon rouge à lèvres, qu'est-ce qu'il a? T'es pas belle, quoi, voilà. Je suis moche. Oui, pour le dire comme ça, oui. J'écris de chez les moches. Pour les moches, les vieilles. Les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarés, toutes les meufs exclues du grand marché à la bonne meuf. Et je commence par là pour que les choses soient claires. Je ne m'excuse de rien, je ne viens pas me plaindre. Je n'échangerai ma place contre aucune autre. Je trouve ça formidable qu'il y ait aussi des femmes qui aiment séduire, qui sachent séduire. D'autres se faire épouser dès qu'ils sentent le sexe, et d'autres le gâteau du goûter des enfants qui sortent de l'école. Formidable qu'il y en ait de très douces, d'autres épanouies dans leur féminité, qu'il y en ait des jeunes, très belles, d'autres coquettes et rayonnantes. Franchement, je suis bien contente pour toutes celles à qui les choses telles qu'elles sont conviennent. C'est dit sans la moindre ironie. Il se trouve simplement que je ne fais pas partie de celle-là. Bien sûr que je n'écrirais pas ce que j'écris si j'étais belle. Belle a changé l'attitude de tous les hommes que je croise. C'est en tant que prolote de la féminité que je parle, que j'ai parlé hier et que je recommence aujourd'hui. Je ne ressens pas la moindre honte. En revanche, je suis verte de rage qu'en tant que fille qui intéresse peu les hommes, on cherche sans cesse à me faire savoir que je ne devrais même pas être là. On a toujours existé. Même s'il n'était pas question de nous dans les romans d'hommes qui n'imaginent que des femmes avec qui ils voudraient coucher, on a toujours existé. On n'a jamais parlé. Même aujourd'hui que les femmes publient beaucoup de romans, on rencontre rarement de personnages féminins au physique ingrat ou médiocre, inaptes à aimer les hommes ou à s'en faire aimer. Au contraire, les héroïnes contemporaines aiment les hommes, les rencontrent facilement, couchent avec eux en 2 chapitres, elles jouissent en 4 lignes et elles aiment toutes le sexe. La figure de la loseuse et la féminité m'est plus que sympathique. Elle m'est essentielle. Je préfère ceux qui n'y arrivent pas pour la simple et bonne raison que je n'y arrive pas très bien moi-même. Et que dans l'ensemble, l'humour et l'inventivité se situent plutôt de notre côté. Quand on n'a pas ce qu'il faut pour se la péter, on est souvent plus créatif. Je suis ce genre de femme qu'on n'épouse pas, avec qui on ne fait pas d'enfants. Je parle de ma place de femme toujours trop tout ce qu'elle est, trop agressive, trop bruyante, trop grosse, trop brutale, trop hirsute, toujours trop virile, me dit-on. Ce sont pourtant mes qualités viriles qui font de moi autre chose qu'un cas social parmi les autres. Tout ce que j'aime de ma vie, tout ce qui m'a sauvée, je le dois à ma virilité. C'est donc en tant que femme inapte à attirer l'attention masculine, à satisfaire le désir masculin et à me satisfaire d'une place à l'ombre que j'écris. C'est d'ici que j'écris en tant que femme non séduisante mais ambitieuse, attirée par l'argent que je gagne moi-même, attirée par le pouvoir de faire et de refuser, attirée par la ville plutôt que par l'intérieur, toujours excitée par les expériences et incapable de me satisfaire du récit qu'on m'en fera. J'écris donc d'ici, de chez les invendus, les tordus,
celles qui ont le crâne rasé, celles qui ne savent pas s'habiller, celles qui ont peur de puer, celles qui ont les chicots pourris, celles qui ne savent pas s'y prendre, celles à qui les hommes ne font pas de cadeaux, celles qui baiseraient avec n'importe qui voulant bien d'elles, les grosses putes, les petites salopes, celles qui voudraient être des hommes, celles qui se prennent pour des hommes, celles qui rêvent de faire ardeux, celles qui n'en ont rien à foutre des mecs, mais que leurs copines intéressent. Celles qui ont un gros cul, celles qui ont les poils drus et bien noirs et qui vont pas se faire épiler. Celles qui cassent tous sur leur passage, celles qui n'aiment pas les parfumeries, celles qui se mettent du rouge trop rouge, celles qui veulent tout montrer, celles qui sont pudiques par complexe, celles qui ne savent pas dire non. Celles qu'on enferme pour les mater, celles qui font peur, celles qui font pitié, celles qui ne font pas envie, celles qui ont la peau flasque, des rides plein la face, celles qui rêvent de se faire lifter, liposucer, péter le nez pour le refaire, mais qui n'ont pas d'argent pour le faire, celles qui ne ressemblent plus à rien, celles qui ne comptent que sur elles-mêmes pour se protéger, aussi bien et dans la foulée que pour les hommes qui n'ont pas envie d'être protecteurs, ceux qui voudraient l'être mais ne savent pas s'y prendre, ceux qui ne savent pas se battre, ceux qui chialent volontiers, ceux qui ne sont pas ambitieux, ni compétitifs, ni bien membrés, ni agressifs, ceux qui sont craintifs, timides, vulnérables, ceux qui préféraient s'occuper de la maison plutôt que d'aller travailler, ceux qui sont délicats, chauffes, trop pauvres pour plaire, ceux qui ont envie de se faire mettre, ceux qui ne veulent pas qu'on compte sur eux, ceux qui ont peur tout seuls le soir. Parce que l'idéal de la femme blanche, séduisante, mais pas pute, bien mariée, mais pas effacée, travailleuse, mais sans trop réussir pour ne pas écraser son homme, mince, mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens d'esthétique, maman épanouie, mais pas accaparée par les couches et les devoirs d'école, bonne maîtresse de maison, mais pas boniche traditionnelle, cultivée, mais moins qu'un homme. Cette femme blanche heureuse qu'on nous brandit tout le temps sous le nez, celle à laquelle on devrait faire l'effort de ressembler. À part qu'elle a l'air de beaucoup s'emmerder pour pas grand-chose, de toute façon, je ne l'ai jamais croisée nulle part. Je crois bien qu'elle n'existe pas. Plains-toi, mais vous les filles, vous n'êtes pas les seules à être victimes de stéréotypes. Tiens, moi par exemple, alors que je vivais avec Larry, de tous les hommes et femmes avec qui j'ai tenté l'expérience de la vie commune, c'est avec lui que je suis resté le plus longtemps, il me charriait volontiers en racontant à tout le monde que j'avais été choqué de la façon dont il m'avait dragué à Vienne, dans ce bar gay si mystérieux pour moi. C'était lors de mon année à l'étranger, en premier cycle universitaire. Mes 2 années de vie à New York ne m'avaient préparé qu'à moitié à ce que représentait un bar gay underground à Vienne, en cette année universitaire 1963-64. À New York, on fermait la plupart des bars gays, au contraire. Le maire avait pris prétexte de l'exposition universelle pour en nettoyer la ville, histoire de faire bonne impression aux touristes de passage. Un bar new-yorkais, le Julius, était resté ouvert. Il y en eut peut-être d'autres, mais même au Julius, il n'était pas question que les clients se touchent. Je ne veux pas dire que Vienne était plus underground. La situation y était pratiquement la même. Mais dans le bar où Larry m'avait levé, il y avait du pelotage, licite ou pas. Je me souviens seulement que c'est Larry qui m'avait scandalisé, pas Vienne. « Actif ou passif, joli Bill ?» me demanda-t-il. J'en restai baba, mais pas à cause de la question. « Actif », répondis-je sans hésiter. « Vraiment ?» fit Larry avec un étonnement sincère ou fin. Chez lui, il était souvent difficile de faire la part des choses. « Tu m'as plutôt l'air d'un passif, déclara-t-il. Puis, après un silence tellement long que je commençais à penser qu'il se disposait à emballer un autre gars, il ajouta « Allez, Bill, on y va. » J'en fus sidéré, certes, mais seulement parce que j'étais étudiant et Larry professeur. Durant le premier trimestre, je ne l'avais pas eu pour professeur, mais je savais qu'il s'agissait d'un auteur reconnu et je lui demandai s'il accepterait de monter un atelier d'écriture au 2e et 3e trimestre de l'année scolaire. « Oh grand Dieu, un cours de création littéraire, non !» s'exclama Larry.
Je sais, vous allez me dire qu'un jour, cette discipline sera enseignée partout. Je tournai les talons, l'air faussement blessé, mais il m'arrêta. « Attendez, attendez, comment vous appelez-vous, jeune romancier ? Parce que, vous savez, des romans, j'en lis, précisa-t-il. Je me présentai sous le prénom de Bill. Plus tard, je signerai mes romans William Abbott. Eh bien, Bill, je vais y réfléchir, fit Larry. Je voyais bien qu'il était homo et qu'il réfléchirait à toute autre chose qu'à la question que je lui avais posée. Mais je ne devins son élève qu'en janvier 64, au début du 2e trimestre, dès qu'il accepta de monter son atelier d'écriture à l'Institut. Pour ses confrères et ses étudiants, Larry était un poète distingué sous le nom de Laurence Upton. Mais ses amis homo et sa coterie d'admiratrices l'appelaient Larry. À l'époque, j'avais déjà fréquenté des hommes plus âgés que moi. Même si je n'avais pas vécu avec eux, j'avais eu des amants, et je me targuais de savoir où je me situais dans l'alternative actif-passif. Ils prétendaient ne m'avoir jamais demandé si j'étais actif ou passif. Dans les années 60, mon cher Bill, personne ne disait actif ou passif. À l'époque, on disait pitcher ou catcher, t'envoies ou t'encaisses. Là-dessus, il se tournait vers nos amis et il déclarait « Vous ne trouvez pas qu'il a l'air d'encaisser, plutôt ?» Le poète Laurence Upton appartenait à cette génération de gays bien persuadés que tous les homos sont a priori des passifs, quoi qu'ils en disent, ou que ceux qui se disent actifs n'en finiront pas moins passifs. Du fait que notre première rencontre avait eu lieu à Vienne, le désaccord sur notre entrée en matière fit long feu. Dans les années 60, en effet, beaucoup d'Européens le considèrent encore aujourd'hui, que les Américains se polarisaient bien trop sur la question actif-passif. Ils nous avaient toujours trouvés trop à cheval sur ce distinguo. Faut-il absolument que les gays soient l'un ou l'autre ? Comme me le disent aujourd'hui certains jeunes avec un parfait aplomb. Larry, type même du passif, s'il en fut, jouait parfois les incompris, tantôt sur le mode agacé, tantôt avec des pudeurs de vierge. « Je suis bien plus ouvert que toi à l'inversion des rôles, me dit-il un jour, les yeux baignés de larmes. Tu auras beau dire ou prétendre que tu aimes aussi les femmes, de nous deux, ce n'est pas moi qui campe le plus sur mes positions. » Vers la fin des années 70, l'ère de la bienheureuse licence, selon Larry, nous nous fréquentions encore sans plus vivre ensemble. C'était seulement dans les bars cuir au code affiché qu'on pouvait savoir à coup sûr qui faisait quoi. Un mouchoir dans la poche arrière gauche signifiait actif et un dans la poche arrière droite passif. Un mouchoir bleu, je baise, un mouchoir rouge, je fiste. On s'en fiche pas mal aujourd'hui. Autre signe distinctif, la position des clés sur la boucle de ceinture du jean à gauche ou à droite. À New York, où je les accrochais sans réfléchir à ce détail, je me faisais toujours draguer par un actif qui s'en tenait au code alors que j'étais actif moi-même. Cela devenait irritant à la longue. Même à la fin des 70s, une décennie ou presque après la libération gay, les doyens de la communauté regrettaient cette polarité. Pourquoi vouloir tuer le mystère comme ça, les gars ? C'est une composante excitante dans le sexe, le mystère, non ? J'aimais avoir un look d'homo, du moins assez pour que les gays, jeunes et moins jeunes, aient un temps d'hésitation en me regardant. Larry se moquait volontiers de ma conception utopique de l'androgynie. Le look efféminé n'était plus de saison pour les gays, soi-disant libérés de sa génération. Il me trouvait désert, un look un peu folle, et c'est sans doute la raison pour laquelle il aurait eu tendance à m'attribuer le rôle passif. Ce fut sans doute la jalousie féroce de Larry qui m'éloigna de lui. J'étais encore très jeune, certes, mais l'admiration ne peut pas indéfiniment tenir lieu d'amour. Quand il me soupçonnait d'avoir couché avec un autre, il faisait en sorte de me toucher le trou du cul pour vérifier s'il était humide ou s'il avait été lubrifié. Je suis un actif, je te le rappelle, tu ferais mieux de me flairer la bite plutôt. Mais la jalousie de Larry le faisait perdre toute logique. Me connaissant comme il me connaissait, il persistait pourtant à penser que j'étais capable de jouer les passifs avec un autre partenaire. Oui, c'est pas facile, hein, tous ces clichés, je comprends. Mais bon, je crois quand même que nous, les femmes, on en est plus victimes. Mais bon, pas sûr. Si. Moi, la seule solution, évidemment, ce serait de pouvoir changer de sexe. Les opérations existent.
Oui, mais bon, c'est quand même une solution extrême. Non, non, moi je dis vraiment changer de sexe comme ça. Comme Ça, ça, ce pour serait bien. une journée ou une semaine, Ah quoi. ouais, ouais. Tu vois, être dans la peau d'un autre. Si tu as la formule Hum, magique. Écoute, c'est facile, en fait. Madame Berger me semble assez peu concentrée sur sa lecture. De temps à autre, elle promène autour d'elle un regard qu'elle reporte ensuite à sa montre. Le temps ne passe pas. Elle n'aurait pas dû partir si tôt et elle a une nature inquiète et craint toujours d'être en retard. Elle soupire, s'attache au texte qui ne la captive pas vraiment. C'est la 10e fois au moins qu'elle relit le passage crucial d'Orlando, où a lieu la transformation. Cherchant à saisir le sens sous-jacent, elle a toujours le sentiment de rester en surface et ne consent pas à penser qu'il n'y a peut-être rien en dessous. Elle s'applique, elle bâille. Derrière les mots sur lesquels elle s'acharne, un autre courant de pensée sinue, déroulant les méandres cachés des fleuves qu'on dit intermittents, car parfois, ils coulent à ciel ouvert pour disparaître ensuite sous terre. On croit qu'ils s'arrêtent là, ils ressurgissent quelques kilomètres plus loin. Jouissant du privilège du romancier dont je n'ai jamais caché que je me sens dotée, c'est cela que j'écoute, et bientôt ma surprise est extrême. Et si on changeait de sexe ? Si je t'abandonnais, âme timide, ce corps de fille, et si j'allais loger dans un garçon ? Tiens, celui qui est là, en face de moi. Blond, un peu hirsute, il a le regard furtif, mais la bouche large et ferme des résolutions opiniâtres. Assise dans sa tête, comment m'apparaîtrais-tu ? Je crois que je me détournerai vite de toi, car sans ma vigueur, sans ma rage et ma force qui te font parfois si peur, car tu les nommes violence, tu serais terne, vite vaincue, tu irais de défaite en défaite à travers une vie étriquée. Je te dérange depuis toujours et tu me caches comme tu peux avec du rouge à lèvres, de longs cheveux et des jupes de soie que le moindre mouvement fait virevolter. On te trouve charmante et féminine, mais moi, j'habite ta peur et j'y suis à l'étroit. Si j'étais un homme, je ne chercherais pas les femmes. Je les connais trop bien. Je me dresserais joyeux devant d'autres hommes. Je serais ce que fille, je n'osais pas être. Je les défierais. Peut-être n'ai-je jamais aimé les hommes qu'en homosexuel, mais évidemment, homosexuel, honteux, qui n'ose pas connaître son penchant, et je me suis déguisée. J'ai revêtu ce corps bizarre où je ne me suis jamais sentie chez moi. Il me désirait parfois, et comme je ne me désirais pas, je n'y comprenais rien. Ah, être un garçon. Il suffit que je lâche la bride à ma pensée, que tu tiens toujours si durement enserré, et je peux imaginer cet autre corps, plus ferme, avec un large torse plat, où les pectoraux jouent librement, mes hanches deviennent étroites, et je pressens au bas de mon ventre la turgescence qui ressemble aux hampes de la victoire. On les agite lentement, les soirs de bataille, sur les champs jonchés de morts. Tu as peur, tu te crispes, tu m'ennuies. Je marcherai d'un pas tranquille. Je regarderai les hommes en face. Ceux qui t'épouvanteraient, ils seraient un peu effrayés, mais certains se retourneraient pour me suivre des yeux. Et peut-être en choisirais-je un que j'entraînerais séduit vers des abîmes qu'ils ne soupçonnaient pas. Je les connais bien. Je sais ce qu'ils aiment. Amant, je sens que je serai plus habile qu'amante, car rien ne me ferait peur. C'est aux filles qu'on apprend la pudeur et la retenue. Comme garçon, je n'ai rien appris, puisqu'on ne soupçonnait pas mon existence. Je partirai naïf vers des terres inconnues. Oh, quel voyage! Ils me font rire avec l'Amérique, Christophe Colomb, l'Amazonie, le cercle polaire, même la Lune et la planète Mars. L'inconnu est en face. 100 fois j'ai logé dans ses bras et je ne suis pas entrée. L'autre sexe est plus loin que Vega du Centaure. Je cogne mon front contre les têtes fermées et je ne passe pas. Je dis « À quoi penses-tu »
Il sourit. Et je reste dehors, éperdue, solitaire, enfermée dans ce corps de femme qui s'est toujours soumis aux peurs médiocres que tu n'oses pas quitter. Je ne leur en veux pas, car ce n'est pas leur faute, ni la mienne. Nous sommes mêmement asservis à cette irréductible identité qui nous sépare autant que le sont les galaxies, et qui nous fait nous ruer l'un vers l'autre, tentant de tromper la curiosité avec le plaisir. Jamais une femme n'a été un homme, jamais un homme n'a été une femme. Chaque sexe possède un savoir qu'il ne saurait partager, et les stupides opérations que je sais qu'on pratique ne sont que leurs déguisements qui ne touchent pas l'esprit. Elles costument les corps et tuent le désir. Mais s'incarner dans un corps intact, changer de monde en faisant 3 pas. Je est un autre, je et 1000 autres. Et puisque ce je me lasse, pourquoi ne pourrais-je pas le quitter? Eh bien, tout simplement parce que le slip est en danger. Oui, le slip est en danger. Alors, au début, on a du mal à saisir le propos. Les pandas sont en danger, bon. La banquise est en danger, ok. L'équilibre budgétaire est en danger, nothing new. Mais le slip en danger. En danger de quoi? On ne sait pas au juste. Qu'est-ce qui peut bien menacer un slip? Quel est le risque à mener une vie de culotte? Le slip est en contact soit avec l'air quand on est en jupe, soit avec le pantalon quand on ne l'est pas. Le danger viendrait de la pollution atmosphérique? Faut pas exagérer, le slip est plutôt moins menacé que la cravate. Du frottement du pantalon? Le slip est pas chochotte à ce point-là, même la dentelle est solide de nos jours. Bon Dieu, mais c'est bien sûr la foufoune, c'est elle qui menace. Il y a péril en la culotte, plaqué contre une chatte toute une journée, un rêve pour beaucoup d'hommes, mais un cauchemar pour un slip de femme. Quelle angoisse! S'il avait su, il aurait fait napperon ou col Claudine. Il était mal, le pauvre, branché direct sur le berlingot. Il crie au secours, le malheureux. Il y a urgence, help! Ouais, déchirant le cri du slip le soir au fond des bois. C'est comme ça qu'on a inventé le protège-slip. Il était temps. Protégé contre quoi, au fait? On croit le deviner. Le sourire vertical a sa façon à lui d'écumer, figurez-vous. C'est un milieu humide, émotif, vivant et auto-nettoyant. Il dépose parfois quelques microgrammes irisés de nacre ou de désir au creux du textile. Rien que de très normal, ni plus ni moins incommodant que la salive. Les plus naïves, déjà déstabilisées, n'ont qu'un petit pas à franchir. Elles se fourbissent donc dans le calbut avec un protège-slip classique, de bonne aloi. Always garni, jamais prise au dépourvu. Son slip sera bien propre ce soir quand il arrivera dans le linge sale. Logique imparable. Et si elle met un string, pas de problème. Ils ont pensé à tout. Le protège-slip, Nicolas, ça existe. Et même, version sexy, le protège-string noir. Quel progrès! C'est hallucinant. Des siècles de civilisation pour en arriver à ce raffinement sublime, finesse ultime de l'Occident. Qu'est-ce qu'on pourrait inventer de plus subtil qu'un protège-string noir? Eh bien, on peut. Oui, oui. Le génie marketeur n'a pas de limite. Au-delà du mini protège-string, au bout du raisonnement, on trouve le micro. Encore plus petit pour le micro-string. Et pour celles qui ne portent pas de culotte, laisserait-il un segment de marché leur échapper? Ils vont bien trouver le moyen de nous concocter un confetti auto-adhésif, fluo ou translucide à se coller sur la case trésor, histoire de meubler, de mettre de l'ambiance. Ça pourrait clignoter ou faire de la musique, un truc créatif, inattendu, enfin du nouveau du côté de la chatte. On commence à l'avoir beaucoup vue, elle va finir par lasser. Quand les Anglais débarquent, il faut redoubler de vigilance. Sécurité, protection, fuite, tout un vocabulaire pénitentiaire pour encadrer le phénomène. C'est plus une foune, c'est une prison. Faut du système d'alarme, de la surveillance, du contrôle pour endiguer ce flot impur qui nous abreuve le sillon. Malédiction, saleté, souillure irrémédiable qui fait tourner la mayonnaise, faner les fleurs et interdit d'aller à la piscine.
À croire que la nature nous déteste, nous stigmatise, nous en veut. Pour un peu, on croirait à la persécution. En vrai, il n'y a pas de quoi en faire un pataquès. C'est du bon sang, pas du sang sale, et encore moins du sang honteux. C'est le messager de l'oxygène, celui qui bout, celui qui ne fait qu'un tour, celui qui circule. C'est le sang de la vie. C'est le berceau initial du bébé qui ne naîtra pas, c'est du sang joli. Seules celles qui espèrent être enceintes peuvent légitimement y lire du négatif, pas dans le sang lui-même, mais dans la déception qu'il signifie. Or, une femme est quand même beaucoup plus souvent pas enceinte qu'enceinte, surtout dans nos contrées. C'est le seul sang écoulé qui ne vient pas d'une blessure, même si de très vieilles langues de vipères ont chanté le contraire, et comme Alfred de Vigny, maudit la femme, enfant malade et 12 fois impure. Le sang des règles, c'est juste la secrète correspondance entre la lune et nous, qui signale que tout va bien, qu'un jour, si on veut, quand on veut, une promesse de bébé gardera le sang à l'intérieur pour faire grandir l'enfant bien à l'abri. Ce n'est pas une malédiction, c'est au contraire la plus réconfortante des bénédictions. Dans la rue, dans la foule, dans les files d'attente ou parmi les passagers d'un train, une femme sur 4, entre puberté et ménopause, est frappée par l'inavouable anathème. Ça n'a rien de rare, rien d'exceptionnel. Mais faut que personne se doute. Faut pas que ça se sache et surtout, faut pas que ça se voie. Gare à la tâche qui trahirait. On se fourre des tampons superplus qui s'ouvrent en corolle à l'intérieur du corps pour une absorption parfaite et un sentiment de propreté extrême. Mais on n'est jamais trop prudente, on en rajoute dans la protection du slip, plus en danger que jamais. Le souffle court, l'essence en éveil, on se colmate l'entrejambe en fixant d'un geste sûr un gadget réconfortant, merveille technologique exprès pour, avec des ailettes sur le côté, ajustables par pression, qui assurent une sécurité tous azimuts. Pas de fuite, pas de nuages radioactifs, pas de guerre mondiale, rien, tranquille. Ouf, on l'a encore échappé belle. Jusqu'à la prochaine fois. Tu vois que c'est beaucoup plus difficile d'être une fille. En fait, je vais t'avouer quelque chose. J'ai connu les deux états. Effectivement, je ne t'en ai jamais parlé, mais j'ai eu deux naissances. D'abord comme petite fille à Détroit, par une journée exceptionnellement claire du mois de janvier 1960, puis comme adolescent, au service des urgences d'un hôpital proche de Petoskey, Michigan, en août 1974. Il est possible que certains lecteurs aient eu connaissance de mon cas en lisant l'article publié en 1975 par le docteur Peter Luce dans le journal d'endocrinologie infantile, sous le titre « L'identité de genre chez les pseudo-hermaphrodites masculins par déficit en 5-alpha-réductase de type 2 ». Ou peut-être avez-vous vu ma photographie au chapitre 16 de Génétique et hérédité, un ouvrage aujourd'hui malheureusement bien dépassé. C'est moi, à la page 578, nu, en pied, à côté d'une toise, les yeux masqués par un rectangle noir. Sur mon certificat de naissance, je porte le nom de Calliope Hélène Stephanides. Sur mon permis de conduire le plus récent, établi en République fédérale d'Allemagne, je me prénomme simplement Cal. Je suis un ancien gardien de but de hockey sur gazon, membre de longue date de la Fondation pour la préservation du Ménat, grec-orthodoxe peu pratiquant, employé au département d'État américain quasiment depuis que je suis adulte. Comme Tirésias, j'ai d'abord été l'un, puis l'autre. J'ai été la risée de mes camarades, le cobaye des médecins, l'objet des palpations des spécialistes et des recherches des chercheurs. Une rousse originaire de Grosse-Pointe est tombée amoureuse de moi, ignorance que j'étais. Je ne déplaisais pas non plus à son frère. Un tank m'a mené au cœur d'une bataille de rue. Une piscine m'a métamorphosé en nymphe. J'ai quitté mon corps pour en occuper d'autres, et tout cela avant d'avoir eu 16 ans. 3 mois avant ma naissance, à la fin d'un de nos interminables déjeuners dominicaux, ma grand-mère, Desdemona Stephanides, ordonna à mon frère d'aller chercher sa boîte à verre à soie. Chapitre 11 savait quoi faire. Il se précipita au salon. À 4 pattes, il gravit le grand escalier jusqu'au premier étage. Il courut le long du couloir de part et d'autre duquel donnaient les chambres. Tout au fond se trouvait une porte quasi invisible, recouverte de papier peint, telle l'entrée d'un passage secret. Chapitre 11 localisa la minuscule poignée à hauteur de sa tête et, de toutes ses forces, poussa le battant derrière lequel se trouvait un nouvel escalier.
Durant un bon moment, mon frère fixa d'un regard hésitant l'obscurité au-dessus de lui, avant de monter, très lentement cette fois, jusqu'au grenier où logeaient mes grands-parents. Enfin, se cognant contre le canapé en cuir et la table basse circulaire en cuivre, il trouva le lit de mes grands-parents et, en dessous, la boîte à verre à soie. En bois d'olivier, un peu plus grande qu'une boîte à chaussures, elle avait un couvercle en étain perforé de petits trous d'aération et incrusté de l'icône d'un saint méconnaissable. Chapitre 11 tira la boîte de sous le lit et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient les 2 couronnes de mariage et 2 longues tresses, chacune nouées d'un ruban noir. À cet instant, un perroquet poussa un cri rauque, faisant sursauter mon frère, et il referma la boîte, la fourra sous son bras et la descendit à Desdémona. Elle attendait toujours sur le pas de la porte. Lui prenant la boîte des mains, elle rentra dans la cuisine. C'est alors que chapitre 11 put voir la pièce où toutes les femmes s'étaient tues. Elles se poussèrent pour laisser passer Desdémona, et là, au centre du linoléum, se trouvait ma mère. Tessie Stéphanides était assise sur une chaise de cuisine, coincée sous l'immense globe, tendu comme la peau d'un tambour, de son ventre de femme enceinte. Son visage empourpré exprimait à la fois impuissance et bonheur. Desdémona posa la boîte à verre à soie sur la table et souleva le couvercle. Elle glissa la main sous les couronnes de mariage et les tresses et en retira quelque chose que chapitre 11 n'avait pas vu. Une cuillère en argent. Elle noua une ficelle au manche de la cuillère, puis, se penchant, elle balança la cuillère au-dessus du ventre de ma mère et, par extension, au-dessus de moi. Jusqu'alors, Desdémona ne s'était jamais trompée. Ses 23 prédictions s'étaient avérées. Elle avait su que Tessie serait Tessie. Elle avait deviné le sexe de mon frère et de tous les enfants de ses amis de l'Église. Depuis qu'ils avaient décidé d'avoir un autre enfant, Milton et Tessie étaient convenus qu'ils désiraient une fille. Chapitre 11 venait d'avoir 5 ans. Il avait récemment trouvé un oiseau mort dans le jardin et l'avait rapporté dans la maison pour le montrer à sa mère. Il aimait tirer sur des choses, taper au marteau sur des choses, écrabouiller des choses et se battre avec son père. Dans une maison si masculine, Tessie avait commencé à se sentir la femme en trop et se voyait, 10 ans plus tard, emprisonnée dans un monde d'enjoliveurs et de hernies. Pour ma mère, une fille serait une sorte de contre-insurgée qui aimerait les petits chiens comme elle et la soutiendrait quand elle proposerait d'aller voir Holiday on Ice. Au printemps de l'année 59, quand on commença à parler de ma conception, ma mère ne pouvait prévoir que bientôt les femmes brûleraient leurs soutiens-gorge par milliers. Les siens étaient rembourrés, raides, ignifugés. Quel que fût l'amour qu'elle portait à son fils, elle savait qu'il y avait certaines choses qu'elle ne pourrait partager qu'avec une fille. Milton rentra un soir avec un cadeau. C'était un écrin entouré d'un ruban. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Pourquoi ? C'est pas mon anniversaire, ce n'est pas notre anniversaire de mariage. Alors pourquoi est-ce que tu me fais un cadeau ? Est-ce que j'ai besoin d'une raison pour te faire un cadeau ? Vas-y, ouvre. Tessie grimaça du coin de la bouche, peu convaincue. Mais il était difficile d'avoir un écrin entre les mains sans l'ouvrir. Elle finit donc par faire glisser le ruban et ouvrit le coffret d'un coup sec. Un thermomètre. Ce n'est pas n'importe quel thermomètre. J'ai dû aller dans 3 pharmacies avant de le trouver. Un thermomètre de luxe, hein ? Exactement. C'est ce qu'on appelle un thermomètre basal. Il donne la température au dixième de degré près. Les thermomètres normaux ne la donnent que tous les 2 dixièmes. Celui-ci la donne à chaque dixième. Essaie-le, mets-le dans la bouche. Je n'ai pas de fièvre. Il n'est pas question de fièvre. On l'utilise pour connaître sa température de base. Il est plus précis qu'un thermomètre normal. La prochaine fois, tu m'offriras un collier. La température de ton corps n'arrête pas de changer, Tess. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais c'est comme ça. Disons, par exemple, que tu te trouves en période d'ovulation. À ce moment, ta température monte de 6 dixièmes de degré dans la plupart des cas. Maintenant, si nous devions employer le système dont nous avons parlé l'autre jour, pour prendre un exemple juste, ce que tu ferais d'abord serait de prendre ta température de base. Elle peut ne pas être de 37 degrés, tout le monde est un peu différent. De toute façon, une fois que tu aurais établi ta température de base, tu guetterais cette augmentation de 6 dixièmes de degré. Et c'est alors, si nous devions faire tout ça, c'est alors que nous saurions qu'il est temps de, tu vois, mélanger le cocktail. La mère ne dit rien.
Elle remit seulement le thermomètre dans l'écrin, le referma et le rendit à son mari. « Ok, parfait, comme tu voudras. On aura peut-être un autre garçon, le numéro 2. Si c'est ce que tu veux, très bien. » Je ne suis pas sûre que nous allons avoir quoi que ce soit pour le moment. 2 semaines plus tard, dimanche de Pâques 1959. Nous sommes en fin d'après-midi. Le déjeuner est terminé et mon frère sourit. Car voici venu le moment de la Pâque grecque qu'il préfère à la chasse aux œufs et aux dragées, celui de casser les œufs. Tout le monde se rassemble autour de la table. En se mordant la lèvre, chapitre 11 choisit un œuf dans la coupe, l'examine, le repose, il en choisit un autre. « Celui-ci, dit Milton en saisissant un œuf, celui-ci me paraît bien, il a l'air solide comme un fourgon de la Brinks. » Milton lève son œuf, chapitre 11 se prépare à attaquer, quand soudain, ma mère donne une tape dans le dos de mon père. « Un instant, Tessie, nous sommes occupés à casser les œufs. » Elle tape plus fort. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Ma température. Elle a monté de 6/10. » Maintenant ? Bon Dieu, Tessie, tu es sûre ? Non, je ne suis pas sûre. Tu m'as dit de guetter une hausse de température. Je suis en train de te dire qu'elle a monté de 6/10 de degré. En plus, ça fait 13 jours depuis mes dernières, ce que tu sais. Papa, implore chapitre 11. Mi-temps, déclare Milton. Il pose son œuf dans le cendrier. C'est mon œuf. Personne n'y touche avant mon retour. Au premier, dans la chambre des maîtres, mes parents accomplissent l'acte. Le sens des convenances naturelles aux enfants me retient d'imaginer la scène en détail. Seulement ceci, la chose faite, comme s'il venait de rajouter de l'essence dans le réservoir, mon père déclare « ça devrait suffire ». Il se révèle qu'il a raison. En mai, Tessie apprend qu'elle est enceinte et l'attente commence. 6 semaines plus tard, j'ai des yeux et des oreilles. 1 semaine après, des narines et même des lèvres. Mes organes génitaux commencent à se former. Les hormones, suivant les indications des chromosomes, inhibent les structures de Müller, favorisent les conduits de Wolff. Mes 23 paires de chromosomes se sont associés et croisés, lançant leur roulette, tandis que mon papou pose la main sur le ventre de ma mère et dit « le 2 porte bonheur ». Disposés en régiment, mes gènes accomplissent leurs ordres, tous à l'exception de 2. Une paire de mécréants, ou de révolutionnaires selon le point de vue, cachés sur le chromosome 5. Il siphonne une enzyme qui arrête la production d'une certaine hormone, ce qui complique ma vie. Tout cela mena au jour où Desdémona tint un ustensile au-dessus du ventre de ma mère. L'échographie n'existant pas à l'époque, on ne connaissait rien de mieux que la cuillère. Le silence se fit. La main de Desdémona se mit à trembler et, après de longues secondes, tante Lina l'immobilisa. La cuillère pivota. Et alors, lentement, mue par un souffle que personne ne sentit, la cuillère se mit à bouger, à se balancer, d'abord en cercle étroit, mais dont l'orbite devenait progressivement plus elliptique, jusqu'à ne plus former qu'une ligne droite allant du four à la banquette. Desdémona s'écria « Koros !» et la pièce s'emplit des cris de « Koros, Koros !» Cette nuit-là, mon père déclara « 23 prédictions d'affilée, ça veut dire qu'elle doit se planter. Cette fois-ci, elle se trompe. Fais-moi confiance. » Ça ne me gêne pas que ce soit un garçon. Vraiment pas, tant qu'il est en bonne santé et qu'il a 10 doigts et 10 orteils. Je naquis 1 semaine après le Nouvel An, le 8 janvier 1960. Dans la salle où il avait attendu avec pour seul soutien des cigares enrubannés de rose, mon père s'écria « Bingo !» J'étais une fille. Bah, tu m'avais caché tout ça, Nicolas. Ben voilà. Tu connais toute ma vie maintenant et vous aussi. Voilà. C'est Merci fini. beaucoup. Merci. Juste quand même vous donner les titres Oui. des livres, évidemment, dont sont extraits les textes qu'on vient de vous lire. Le premier extrait, oui. Voilà, King Kong Theory, Virginie Despentes. Ensuite, on a embrayé avec... c'était John Irving, oui. Voilà, À moi seul, bien des personnages. C'est son dernier roman. Ensuite, un extrait d'Orlanda de Jacqueline Hartmann, roman. Et puis de Même pas mal d'Isabelle Alonso. Voilà, et pour terminer, Middlesex de Jeffrey Eugenides. Voilà. Merci beaucoup. Merci.